Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette grande édition du Journal du matin dont voici les titres. Ce jeudi marque la célébration de la Journée internationale de lutte contre le terrorisme, commémorée chaque année le 11 septembre. À cette occasion, l'organisation Ubuntu Pan-Africa Civil et les forces de la défense en vue de contrer les actions terroristes menées par les ADF, l'AFC M23 et autres groupes armés. Nous irons ensuite dans la province du Maniema où le prix du carburant connaît une hausse vertigineuse à Kindu. Depuis dimanche soir, les étalages de carburant le long de grandes artères et des petites artères stations-service restent fermés. Ceux qui disposent encore du carburant fixent les prix à leur guise. La maladie à virus Ebola continue à faire des victimes dans la province du Kasaï. 43 cas dont 15 décès sont déjà enregistrés. Cette épidémie est méconnue de certains habitants. Alors, comment faire pour l'éviter? Pour en parler, nous recevons Dr Jean-Pierre Sumba, chargé de la maladie à la division provinciale de la santé. Encore une fois, bonjour à tous. Ce jeudi marque la célébration de la Journée internationale de lutte contre le terrorisme commémorée chaque année le 11 septembre. À cette occasion, l'organisation Ubuntu Pan-Africa ASBL a tenu hier, mercredi à Kinshasa, une manifestation dédiée à la réflexion sur ce fléau qui endeuille de nombreuses familles congolaises, notamment dans l'est du pays. Pour Maître Juer Nsiningwala, représentant de l'ASBL Ubuntu Pan-Africa, la sécurité est une responsabilité collective. Il appelle à une plus grande implication des civils dans le processus de sécurisation des populations, notamment par les biais d'alerte précoce et d'une collaboration étroite avec les forces de défense et de sécurité. Objectif, soutenir les efforts de défense nationale et contrer les actions terroristes menées par les ADF, l'AFC M23 et autres groupes armés. Maître Juer Nsini est au micro de Blaise Makassinandes. Aujourd'hui, en prévision de la journée internationale de lutte contre le terrorisme, Ubuntu Pan-Africa ASBL avons voulu lancer un message fort à la population que la sécurité ne se négocie pas. La sécurité ne nous viendra pas de l'extérieur ou des étrangers. Nous devons nous-mêmes nous prendre en charge pour nous sécuriser, pour nous prendre en charge contre les ADF, contre les Mobondo, contre les Koulouna. Nous devons, nous, population, créer le mariage civilo-militaire en dénonçant les ADF, les Mobondo et les Koulouna pour notre sécurité. Ce qui signifie que nous deviendrons nous-mêmes acteurs de notre propre sécurité et je crois que nous allons mettre fin au terrorisme. Rendons-nous au Nord Kivu, au lendemain du massacre de plus de 80 civils en Toyo, une localité du territoire de Lubero. La notabilité territoriale appelle à une redéfinition des opérations conjointes FA-RDC-UPDF dans les secteurs de Bapéré en particulier et dans tout le Grand Nord Kivu en général. Selon cette structure, le manque de planification, de communication et de coordination des opérations serait à l'origine de la recrudescence des attaques des ADF contre les civils dans la région, des actes qualifiés de terroristes par le gouvernement. Eze Kanendu, notable et ancien député provincial du territoire de Lubero, s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo. Le gouvernement congolais doit redéfinir les opérations déjà contre les EDF. Il faut être naïf de penser que l'EPDF seul peut apporter à 100% des solutions aux problèmes de massacres par les EDF. Depuis les opérations conjointes entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise dénommée Souja, on constate que l'armée congolaise manifeste une sorte de relâchement dans ces opérations. Du coup, pas de planification, pas de coordination, pas de communication. La seule réussite de ces opérations, c'est avoir éloigné de CDF des frontières ougandaises et les disperser à l'intérieur de notre pays. Les malfrats ont opéré en toute quiétude jusqu'à ôter la vie
en prix de sa personne, nous recommandons au gouvernement congolais de redéfinir et mettre du sérieux dans ces opérations en vue de minimiser les facilités d'attaque contre la population civile. Notons que le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 est arrivé ce mercredi en Toyo. Selon son porte-parole, 64 corps identifiés ont été inhumés en Toyo, tandis que d'autres corps ont été récupérés par leur famille biologique pour être enterrés dans leur milieu d'origine, a dit le lieutenant Marc Elongo. Au sud Kivu voisin, les activités scolaires sont paralysées depuis mardi dans plusieurs écoles du territoire des Kabaré et à Kamisimbi dans le territoire de Walungu. En cause, un groupe d'hommes armés se présentant comme des Wazalendo qui ont fait irruption dans les écoles pour en renvoyer les élèves. Selon nos sources, ces hommes armés arrêtent les enseignants et les contraignent à rejoindre la lutte contre les rebelles du M23. Ces agissements sont fermement condamnés par la nouvelle dynamique de la société civile. Pour son président national, Jean-Chrysostome Kijana, l'accès à l'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant en RDC. Il appelle à des sanctions sévères contre ces hors-la-loi. Il est joint par Roneli Ntibonera. Nous ne pouvons pas permettre ni tolérer que les droits de nos enfants soient pris en otage ou soient sacrifiés par des groupes armés, Ouazalendo soit-il, pour des intérêts qui ne se comprennent pas. Les enfants n'ont rien à faire dans ces histoires de la guerre. Les enfants ont des droits et ces droits sont inaliénables. Et nous en appelons aux responsables de ces groupes armés. Nous leur demandons de mettre rapidement en marche des mesures pouvant mettre fin à cette pratique, à ces dérapages honteux et odieux. Les enfants, leur place c'est à l'école. Et aujourd'hui, qui est certains commandants et dit de Ouazalendo qui commencent à renvoyer des enfants de classe, qui commencent à arrêter les pauvres enseignants, les menacer de mort, les torturer moralement, créer de la psychose dans des établissements scolaires. Cela est inacceptable et nous ne pouvons jamais tolérer de tels dérapages. Sud Kivu toujours, une délégation du gouvernement central conduite par Jacquemain Chabani est en route vers la ville d'Ouvira. L'annonce a été faite ce mercredi par le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, à son arrivée à l'aéroport international du Burundi. S'adressant à la presse, ce dernier a indiqué qu'il revenait de Kinshasa où il s'était rendu pour attirer l'attention des autorités sur la situation préoccupante dans cette partie du pays. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi s'exprime dans cet extrait proposé par Roneline Tibonera. Je suis parti faire un plaidoyer au niveau de Kinshasa auprès du président de la République, de la première ministre, de l'ensemble du gouvernement et de la population du Sud Kivu vivant à Kinshasa et de la RDC en général, pour que le président de la République daigne envoyer une forte délégation ici pour venir prendre langue avec tous les acteurs de la société, que ce soit les Ouazalendo, les FARDC, les différentes communautés, la FEC, l'Association des femmes, des jeunes et des droits de l'homme, afin que la paix, la stabilité et la sécurité règnent. Je suis ravi que cette délégation est là. Elle est conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dans la province du Maniema, le prix du carburant connaît une hausse vertigineuse à Kindu. Depuis dimanche soir, un litre de carburant qui se vendait à 6 000 francs congolais se négocie désormais entre 10 000 et 13 000 francs congolais. Cette situation perturbe sérieusement la circulation et entraîne une augmentation des prix des produits de première nécessité sur les marchés. Pendant que les pétroliers évoquent une pénurie liée aux difficultés d'approvisionnement, les motocyclistes dénoncent ce qu'ils qualifient de mauvaise foi de la part des pétroliers. Florence Kizalunga nous en dit plus dans ce reportage. Depuis dimanche soir, les étalages de carburant le long des grandes et petites artères de Kindu sont quasiment vides et plusieurs stations-service restent fermées. Ceux qui disposent encore de carburant fixent le prix à leur guise. Conséquence, les habitants parcourent de longues distances à pied et les denrées alimentaires n'arrivent plus régulièrement en ville. Une situation que déplore Kekia Omari Dédé, président de l'association des motards d'Imanima, qui appelle à une intervention urgente des autorités. Vraiment, nous sommes étonnés de voir que
les prix des carburants continuent à monter pendant que les carburants ne manquent pas dans les stocks ici dans la ville. C'est ça que nous venons de constater qu'il y a une mauvaise foi des pétroliers. Parce que nous ne pouvons jamais comprendre 4 à 5 jours, il y a hausse des prix des carburants. Cette situation a des conséquences parce qu'aujourd'hui, on commence à acheter un colis de sombé pour 1500, voire même 2000 francs. Il y a aussi des prix des courses. Alors nous demandons seulement aux autorités de vraiment nous aider, de s'impliquer pour ça. Parce que si ça continue comme ça sera grave. C'est la population qui continue à souffrir. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pu obtenir la réaction des autorités provinciales face à cette situation. Précisons qu'un arrêté du gouverneur fixe le prix du carburant à 6 000 francs congolais les litres. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. La plateforme politique de la République soutient la voie du dialogue pour sortir la RDC des sentiers battus après plusieurs années de troubles. Les partis membres de cette famille politique ont réaffirmé leur position ce mercredi à l'issue d'une rencontre tenue à Kinshasa. Le coordonnateur du camp de la République encourage ainsi le chef de l'État à saisir l'opportunité offerte par les princes de l'Église, notamment la SENCO et les CC, à travers le pacte social pour la paix, en mettant les filles et fils de la RDC autour d'une table pour peaufiner des stratégies devant mettre fin à la crise sécuritaire. Freddy Kita au micro de Blaise Ndongala Mayanda. Il y a un problème. Nous sommes des Bantous. Nous avons été à Santiti, nous avons été dans plusieurs dialogues et je crois que là, le temps est arrivé pour que le grand de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, convoque les filles et les fils de la République autour de lui pour fumer le calumet de la paix. Au nom de la paix, il faut des fois savoir faire des concessions. Nous avons l'expérience. Ceux qui sont avec nous ici à Kinshasa, qui sont aux affaires aussi, quelques-uns ont pris hier les armes. C'est pas la première fois, mais nous condamnons cette position de prendre toujours les armes pour accéder au pouvoir. C'est pourquoi nous, au camp de la République, nous tenons au respect de la Constitution. Nous condamnons la prise illégale du pouvoir par les armes. Nous condamnons toutes ces rébellions qui sont en train d'être fabriquées par les multinationales pour piller nos ressources. Mais là, nous insistons, la seule voie qui peut nous amener à la paix, c'est la feuille des routes que nos pères spirituels, les évêques ont proposé pour qu'il y ait la paix définitive. Et nous allons verrouiller pour que désormais aucun Congolais puisse s'aventurer pour prendre encore les armes. Nous sommes au troisième reportage sur notre série concernant le passeport. Pourquoi remplacer une entreprise belge produisant entre 3 000 et 5 000 passeports par jour par une nouvelle produisant moins que ça? Derrière la crise du passeport en RDC se cache une polémique sur le recrutement de la nouvelle entreprise. Un choix influencé par la présidence selon les agents des affaires étrangères. Enquête de Michel Kifinangoy. Pendant des mois, la rumeur a circulé. Le nouveau prestataire pour la production des passeports serait une société allemande. Une idée fausse selon plusieurs sources. Des agents du ministère des Affaires étrangères affirment que l'entreprise est en fait congolaise et que son recrutement aurait été influencé par le pouvoir en place. On nous a imposé cette écriture. Ce n'est pas une question de compétences. C'est un choc politique à mon avis. La présidence est derrière ça. Et on en voit aujourd'hui les conséquences avec tous ces blocages. Un analyste politique qui souhaite rester anonyme souligne le risque d'une telle décision qui met en jeu un document national crucial pour la sécurité et l'identité, estime cet analyste. Bon, à mon avis, le choix d'un prestataire pour un tel marché ne devrait pas être influencé par des intérêts politiques. C'est un marché trop important. Si le service est défaillant, bon, c'est l'État qui perd en crédibilité. Cette problématique sur l'identité de l'entreprise soulève des questions sur la transparence de la gestion de ce dossier. Au-delà des dessous politiques, c'est la procédure d'obtention du passeport qui est mise en cause. Et c'est ce que nous allons décrypter dans notre dernier reportage. En Ituri, avant d'aller plus loin, l'université de Bunia vient de remporter son procès en appel contre un opérateur économique local dans le dossier sur la propriété de 2 immeubles où fonctionne l'institution au centre-ville. La décision a été rendue le lundi 8 septembre 2025 par la Cour d'appel de l'Ituri et confirmée à la presse ce mercredi par son premier président. Conséquence, l'Unibu conserve la concession et n'est plus sommé de quitter les lieux comme l'avait décidé les juges au premier degré. Jean-Claude Lokidile.
Cet arrêt met fin à un long feuilleton judiciaire qui durait depuis 4 ans entre l'université de Bunia et un opérateur économique de la place. Les deux parties se disputaient depuis des années les deux immeubles qui abritent le siège de l'université de Bunia en plein centre de la ville. Pour Maître Lolo Bitoum, avocat de l'UNIBU, toutes les preuves ont été produites pour démontrer que ces biens ont été affectés à l'institution par l'État congolais. Parce que l'action initiale consistait justement à ce que l'université soit déguerpie de force, après que l'université a démontré par des pièces. Donc dans son arrêt, la Cour a reconnu que l'université a les titres que l'État lui avait accordés et que le tribunal de grande instance n'avait pas à ordonner ce déguerpissement. De son côté, Maître Christian Borikana du collectif des avocats de l'opérateur économique rappelle que la loi offre encore à son client la possibilité de se pourvoir en cassation. Aller en cassation, c'est un droit reconnu à notre client. C'est à lui de voir s'il peut continuer ou ne pas continuer. Mais quand la Cour donne sa décision, nous ne pouvons que nous plier. Pour mémoire, au premier décret, le tribunal de grande instance de l'Ituri avait ordonné à l'université de Bunia de quitter le site et de payer $50,000 américains de dommages et intérêts. Cette décision vient donc clore pour l'instant cette bataille judiciaire. Bunia, Jean-Claude Loki, Guillet, Radio Okapi. Actualité internationale. Du 9 au 10 septembre, les 6 chefs d'État venus du Tchad, du Cameroun, de Centrafrique, du Congo-Brazzaville, du Gabon et de la Guinée équatoriale ont tenu leur session extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC à Bangui. En clôture du sommet, le centrafricain Faustin Archange Touadéra a passé le flambeau à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso après 2 ans passés à la tête de l'institution sous-régionale. L'invité. La maladie à virus Ebola continue à faire des victimes dans la province du Kasaï. 43 cas, dont 15 décès, sont déjà enregistrés. Cette épidémie est méconnue de certains habitants. Alors, comment pouvons-nous donc l'éviter? Dr Jean-Pierre Sumba, chargé de la maladie à la division provinciale de la santé, est l'invité de la rédaction. Il s'entretient avec Esther Ndalafina. Bonjour, docteur Jean-Pierre Sumba. Nous sommes à la 37e semaine épidémiologique et on a enregistré la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Boulapé, dans le Kasaï. Alors, en termes plus simples, c'est quoi même la maladie à virus Ebola? D'accord. La maladie à virus Ebola, on l'appelle fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans les 2 mots, les 2 premiers, vous avez presque toute la maladie. C'est une maladie qui commence par une forte fièvre, qui ne baisse pas même quand vous donnez tous les produits que nous donnons ici pour la fièvre. Ça ne baisse pas. Et il y a l'hémorragie qui s'ajoute. Comment on va voir cette hémorragie? C'est par exemple la personne qui fait les selles, il y a du sang dans le sel. La personne qui, les crachats, c'est teinté du sang. Il peut vomir, il y a du sang. Et au niveau du nez, il y a le sang qui peut couler par là. Quand vous regardez les yeux, c'est vraiment tout rouge comme du sang. Mais aussi, on peut voir au niveau de la peau, surtout pour les gens qui ont des peaux un peu blanches, un peu claires. À ce moment-là, vous pouvez voir des taches d'hémorragie. Pour les gens qui ont des peaux un peu blanches, un peu claires. À ce moment-là, vous pouvez voir des taches d'hémorragie. Qui ont des peaux un peu blanches, un peu claires. À ce moment-là, vous pouvez voir des taches d'hémorragie. Pour les gens qui ont des peaux un peu blanches, un peu claires. À ce moment-là, vous pouvez voir des taches d'hémorragie. Pour les gens qui ont des peaux un peu blanches, un peu claires. À ce moment-là, vous pouvez voir des taches d'hémorragie. Notre organisme, que ce soit la salive, que ce soit le sang, que ce soit les urines, que ce soit le sel, tout, il y a le virus là-bas. Et dès que vous entrez en contact avec ça, vous devenez aussi malade. Les habits qui sont portés par la personne malade sont contaminés. Tout ce qu'il peut utiliser, les lits, tout ça, ça prend déjà les virus. C'est un virus qui a la propagation très rapide et tue aussi très rapidement. Donc, s'il y a un décès, on ne touche pas les corps parce que les corps là, c'est vraiment la grande source de propagation de la maladie. Donc, tout ce qui vient de la personne malade est contagieux et quelqu'un d'autre peut se contaminer avec ça. Quels sont les signes à surveiller, docteur? Les signes à surveiller, nous avons dit que cette maladie passe par une forte fièvre. Le maux de tête, un syndrome grippal. Cette personne devrait déjà passer au niveau des structures de santé pour qu'on puisse déjà dire
de quoi il s'agit. Mais maintenant, ici, les précautions sont données même au corps médical. Parce que malheureusement, cette maladie tue plus le corps médical à son début. Le corps médical est beaucoup plus concerné aussi dans ces décès. C'est pourquoi les mesures de prévention chez le personnel médical est de rigueur. Il y a les épis, ceux qui doivent porter pour la protection individuelle. Ils doivent nécessairement porter cela et avoir de l'eau avec le produit pour se laver à chaque consultation. Dès qu'il consulte, un malade termine, il se lave les mains. Il revient pour le deuxième, il se lave les mains, ainsi de suite. Là, ils vont se protéger en prenant aussi les épis comme protection. Que peut faire donc une personne qui pense être exposée? Oui, que la personne se sent exposée, c'est pourquoi nous disons que le corps médical est là pour résoudre ces problèmes-là. Le corps médical décidera, est-ce qu'il faut les garder isolés pour voir comment ça évolue, ou qu'est-ce qu'il faut faire? C'est au niveau des structures de santé qu'on va décider ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et quelles sont les mesures concrètes que la population peut adopter pour éviter la propagation du virus Ebola? Les mesures là, ce sont les mesures si simples. L'hygiène est de rigueur. Dès qu'il a fait je ne sais pas quel mouvement, tout n'importe quoi, il devrait se laver les mains. Évitez de toucher les animaux. Ça, je l'ai dit. Avec ces animaux-là, vous pouvez vous contaminer. Et quand vous contaminez, vous risquez de contaminer d'abord votre famille. Parce que c'est une maladie qui peut prendre tout un foyer. Il faut bien cuire les aliments, je l'ai dit. Il faut prendre rendez-vous avec les établissements de soins au moindre pépin et demander l'aide s'il le faut. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie, madame. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du Journal du Matin qui a connu la coordination éditoriale de Poli Mouzalia, Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, la mise en onde et Blaise Shindani Kambalala présenté. Vous pouvez encore retrouver ce journal sur toutes nos plateformes numériques ainsi que dans notre site internet www.radiocapi.net. Bonjour mesdames. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.